Correction de l'éval de cours numéro 4. Un nombre s'écrit à l'aide de chiffres, comme les mots en français s'écrivent à l'aide de lettres. Sur cette demi-droite graduée, ça s'appelle l'unité. Attention, c'est un singulier. Si vous mettez un S, ça n'a pas de sens, puisque justement, par définition de l'unité, c'est unique. Ensuite, le premier point dans la demi-droite graduée, ça s'appelle l'origine. Au niveau du vocabulaire, ici, le point a pour abscisse. Attention à l'orthographe. A, B, S, C, I, 2 S, E. Le nombre, alors il faut compter 3, 4, 5, 6. Du coup, c'est le nombre 6. Au niveau des notations, on fait attention. Donc, la lettre majuscule, entre parenthèses, le 6 sans le égal. Ensuite, dans un nombre décimal, comment appelle-t-on? Alors, je vous rappelle qu'on écrit en France de gauche à droite. Voilà. Donc, le deuxième chiffre après la virgule. Donc, on est ici. Deuxième chiffre, donc la première, deuxième, donc c'est celui-là, c'est le chiffre des centièmes. Le troisième chiffre avant la virgule. Donc 1, 2, 3. Celui-là, ça sera le chiffre des centaines. On ne va pas mélanger les deux mots. Ensuite, le premier chiffre après la virgule, donc celui-là, c'est le chiffre des dixièmes. Allez, propriété de calcul mental. Pour multiplier un nombre par 10 en 1000, on décale la virgule de ce nombre d'un, deux, trois rangs vers la droite. Donc quand on multiplie, on décale la virgule vers la droite et on aurait la même propriété avec diviser et on décalerait la virgule vers la gauche. Pour diviser un nombre par 5, on le multiplie par 2, puis on le divise par 10. Attention à l'ordre, on fait d'abord la multiplication et ensuite la division. Ensuite, le vocabulaire des opérations. Dans une addition, les nombres additionnés sont appelés les termes et le résultat une somme. Dans une multiplication, les nombres multipliés sont appelés des facteurs et le résultat un produit. Dans une soustraction, les nombres soustraits sont appelés des termes et le résultat une différence. On passe au vocabulaire de la division. Donc dans une division, le nombre que l'on partage s'appelle le dividende. Le nombre ici, c'est le diviseur. Le résultat qu'on obtient, ça s'appelle le quotient. Et le dernier nombre, c'est le reste. Du coup, on a toujours l'égalité, donc à bien connaître par cœur. Dividende égale diviseur fois quotient plus reste. Donc ça, c'est l'écriture en ligne de toutes les divisions. Ensuite, le nom des deux divisions. Donc, il y en a deux. Donc, on a la division euclidienne, pour laquelle le dividende, le diviseur et le quotient sont des nombres entiers. Et on a la division décimale. Donc dans ce cas-là, le dividende, diviseur ou quotient peuvent être des nombres décimaux, donc avec des virgules. Et la division décimale s'arrête quand le reste est égal à 0. Vocabulaire. Donc quand on a une division euclidienne dont le reste est égal à 0, donc elle s'écrit bien en ligne dividende égale diviseur fois quotient plus le reste. Du coup, on a 3 mots de vocabulaire. Donc le 128, le dividende, on dit qu'il est divisible par 8. Quand le reste, je rappelle, de la division euclidienne égale 0. On peut dire aussi que c'est un multiple de 8. Et à l'inverse, si je pars du 8 ou du 16, on dit que c'est un diviseur.
228. Ensuite, critères de divisibilité à bien connaître par cœur. Donc, un nombre entier est divisible par 2 si le nombre se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Ça s'arrête, il n'y a que ces chiffres. On peut dire aussi son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8, mais je vous rappelle que le dernier chiffre se termine, ça n'a pas de sens. Hein, il faut absolument faire l'analogie avec le français. On ne dit pas la dernière lettre du mot chat se termine par un T. On dit la dernière lettre du mot chat, c'est un T, donc c'est le verbe être, ou alors le mot chat se termine par un T. Donc pour les critères de divisibilité et le vocabulaire nombre et chiffres, c'est la même chose. Il faut vraiment faire attention au vocabulaire. Ensuite, pour qu'un nombre entier se divise par 5, il faut que le nombre se termine par 0 ou 5. Critère de divisibilité par 3. Donc là aussi à bien connaître par cœur, puisque c'est pas du tout la même chose que pour les critères par 2 et par 5. Donc pour avoir un nombre qui se divise par 3, il faut que la somme de ces chiffres, donc c'est les siens, ceux du nombre. Donc la somme, je vous rappelle que c'est le résultat d'une addition. Donc si j'ajoute tous les chiffres du nombre, la somme de ces chiffres doit être divisible par 3 ou est un multiple de 3. Ensuite, on passe aux fractions. A sur B, l'écriture fractionnaire du quotient de petit a par petit b. Attention à l'ordre. Ensuite, au niveau du vocabulaire, le nombre en haut, le petit a, s'appelle le numérateur. Ça vient de numéro. Le nombre en bas s'appelle le dénominateur. Il vient du mot nombre, nom là, ici. Dénommé aussi, c'est celui qui donne le nom à la fraction. Ensuite, pour avoir une fraction et pas une écriture fractionnaire, vous voyez que ce n'est pas le même vocabulaire, il faut que le petit a et le petit b soient des nombres entiers. Donc c'est le cas la plupart du temps qu'on utilise dans les exercices. Mais petit a et petit b pourraient très bien être des nombres décimaux avec une virgule, et dans ce cas-là, on n'a pas le droit de parler de fraction, on parle d'écriture fractionnaire. Ensuite, 15 quarts, c'est égal à 3,75. Donc je vous rappelle, pour diviser par 4, on prend la moitié de la moitié. Donc la moitié de 15, c'est bien 7,5. La moitié de 7,5, c'est 3,75. Alors, le nombre à gauche et le nombre à droite, ils portent des noms différents pour le nombre, pour qu'on puisse les différencier dans quel type d'écriture on parle. Donc l'écriture avec un trait de fractière s'appelle l'écriture fractionnaire, puisqu'il y a un trait de fraction. Et l'écriture à virgule, ça s'appelle son écriture décimale. Ensuite, dans une expression sans parenthèse, on effectue d'abord les multiplications et les divisions. Et ensuite, on passe aux additions-soustractions de gauche à droite, s'il y en a. Définition d'un nombre premier. Donc faire très très attention à la définition. Quand on vous demande d'apprendre du par cœur, c'est pas de l'à peu près. Donc on a vu en classe la différence. Si j'oublie un mot ou si je tourne ma phrase différemment, et ben des fois on aboutit à une définition qui est fausse. Donc un nombre premier est un nombre qui admet exactement deux diviseurs qui sont, donc on met 2 points, un et l'autre c'est lui-même. Alors je rappelle que si vous tournez votre phrase différemment, par exemple, un nombre qui n'est divisible que par 1 et lui-même, c'est faux, parce qu'avec votre définition, le nombre 1 serait un nombre premier, puisque 1 est divisible par 1 et 1 est divisible par lui-même 1.
Or, on a vu en classe que 1 n'est pas un nombre premier parce que justement, 1 et lui-même sont confondus, donc il n'admet exactement qu'un seul diviseur. C'est pour ça que ça l'exclut de la définition des nombres premiers, que le plus petit nombre premier, c'est 2. Donc, il faut vraiment faire attention à votre phrase. Et si vous oubliez qui admet exactement de diviseurs, je vous rappelle que tous les nombres entiers sont divisibles par 1 et eux-mêmes. Tous, puisque ce sont le minimum des diviseurs, à part pour 1, c'est 2. Et donc, un nombre ne sera pas premier si on arrive à trouver un troisième diviseur. Par exemple, le nombre 4 est divisible par 1, il est divisible par lui-même, 4, mais il est aussi divisible par 2. Et comme il a 3 diviseurs, il ne sera pas premier. Donc, bien faire attention, ici, tous les mots sont importants. Ensuite, les nombres premiers inférieurs à 30, je vous rappelle qu'on a vu ensemble leur nombre, et donc il ne faut pas en oublier. Donc, le premier, c'est 2. Ensuite, on a 3. 4, il n'est pas premier. 5. 6 est divisible par 2. 1 est lui-même, donc ça ne marche pas. 7. 8, il est pair, donc il ne marche pas. 9, il est divisible par 3, donc il ne sera pas premier. 10, il est pair, donc il ne sera pas premier. Ensuite, on a 11, on aura 13, 17, 19, 23. Donc là, vous voyez qu'on en a 9 et il en reste un autre. 29. Il y en a 10. Donc vérifiez, vous devez en avoir 10 et bien sûr, ils doivent être premiers. Il ne suffit pas d'en trouver que 7 et les 3 autres de les mettre au hasard. Ensuite, les propriétés. Prendre une fraction d'un nombre, c'est multiplier la fraction par ce nombre. Donc bien faire attention, hein, puisqu'on l'utilise dans les exercices. Et donc, pour prendre une fraction d'un nombre, en 6e, vous avez vu qu'il y avait 3 méthodes différentes suivant les nombres. Il y en a qui sont plus ou moins judicieuses. Le coefficient de proportionnalité. Donc, dans un tableau de proportionnalité, le coefficient, donc il faut l'apprendre par cœur, hein, c'est le nombre du bas sur le nombre du haut. Et pas inversé. Ensuite, pour calculer 1% d'un nombre, donc c'est appliquer un pourcentage, revient à multiplier le nombre par A centième. A%, c'est A sur 100. Donc bien faire attention, ici on va faire une multiplication entre le nombre et A sur 100. Ou A sur 100 et le nombre, on aura le droit d'inverser dans les calculs. Alors exemple, j'ai le calcul à faire, 30% du nombre 540. Donc si j'utilise la propriété au-dessus, ça revient à multiplier le nombre. Donc le nombre, moi, c'est 540, multiplié le pourcentage, 30%, donc 30 centièmes. Donc on ne demande pas ici de calculer, mais simplement d'écrire la formule. Donc après, on utilisera donc, ce qu'on a vu en classe, à savoir les différentes méthodes pour appliquer une fraction, ou avec un pourcentage, c'est plus facile de calculer la division par 100 en décollant la virgule de 2 rangs à gauche, et on aura une simple multiplication à faire. Ensuite, donc ce qui est nouveau en 5e, c'est pour écrire une proportion sous forme d'un pourcentage. Donc attention, c'est pour écrire une proportion. J'ai déjà la proportion, et cette proportion, j'aimerais bien l'écrire sous la forme d'un pourcentage. Donc pour cela, il suffit de multiplier la proportion, donc c'est pas un nombre, hein, c'est une fraction, par 100. Exemple. 70 élèves étudient l'espagnol sur un total de 350 élèves. Donc déjà, il va falloir calculer la proportion. Donc ça, on a travaillé en classe dessus, hein. Donc, nombre d'élèves qui étudient l'espagnol, 70. Sur combien d'élèves au total? 350. Donc la proportion, c'est 70 sur 350. Cette proportion, si je la veux en pourcentage, comme c'est écrit ici, pourcentage, si j'applique la propriété, je prends la proportion et je rajoute fois 100. Ensuite, donc ça, c'est ce qui est totalement nouveau à partir de la 5e. On parle de ratio. Donc ça s'apprend par cœur. Donc, il faut vraiment l'apprendre pour après l'utiliser dans les exercices. Donc, c'est des propriétés.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que deux nombres A et B sont dans un ratio de 3. Alors, on a pris l'exemple de 3, on aurait pu prendre 4, 5, 6, 7, enfin ce qu'on veut. 4, 8, 4, 9, peu importe. Donc, j'ai deux nombres A et B. Si ils sont dans le ratio de 3, on peut écrire que A, donc là, il faut faire attention à l'ordre. Le A, il est au début, le 2, il est au début, donc on fait A divisé par 2 égale deuxième nombre B, deuxième nombre 3. Ça, on peut le tourner de différentes manières. On peut dire aussi que A sur B, ils sont dans le ratio de 3. Donc ça s'écrit comme ça. Et pour finir, on peut écrire que A, c'est aussi 2 tiers fois B. Donc là, on passe d'informations en français à des calculs pour pouvoir résoudre des problèmes. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai trois nombres? Ça se passe exactement de la même manière, sauf qu'on ne va pas avoir les trois formes, on n'en aura qu'une, puisque j'ai trois nombres. Donc les trois nombres, il faut faire attention à l'ordre. D'abord le A, le B et le C. A, B, C, en haut. Et ils sont dans le ratio 2, 3, 5. Donc là, il faut bien faire attention. Premier nombre, deuxième nombre, troisième nombre. Voilà ce que ça signifie, que ces trois nombres respectent ce ratio-là. Et ensuite, on verra dans les exercices. Ensuite, donc j'ai enlevé la propriété de l'inégalité triangulaire. Je vous rappelle que dans un triangle, la longueur d'un côté est forcément inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés. Donc ça s'appelle l'inégalité triangulaire. Mais en fait, ce qu'on utilise le plus dans les exercices, c'est l'égalité triangulaire. Qu'est-ce qu'il faut avoir pour avoir des égalités de longueur? Et donc, on a vu qu'il fallait que le point M soit sur le segment AB. Si le point M est sur le segment AB, je vous rappelle que ça signifie que les points A, M et B sont alignés dans cet ordre. Donc, on préfère l'écriture avec le segment, puisque là, on voit tout de suite l'ordre des points. D'accord? Donc, je fais le dessin. J'ai un segment AB et le point M est quelque part dessus. Dans ce cas-là, uniquement dans ce cas-là, on a l'égalité triangulaire. Ça veut dire que la grande longueur AB, ou le chemin pour aller de A vers B, ça revient à faire une étape par le point M. Donc ici, quand les points sont alignés, j'ai bien l'égalité qu'on appelle triangulaire. Ça correspondait, on a vu, avec un triangle plat. Donc les points A, M et B sont alignés dans cet ordre-là. Allez, les notations. Quand je colle deux lettres sans rien, ça s'appelle une longueur. Attention, c'est un singulier. Vous voyez qu'il y a le OU, parce qu'on a le droit d'inverser les deux lettres. AB ou BA sans rien, c'est la même chose. C'est la longueur du segment AB ou la longueur du segment BA. C'est pareil. C'est un singulier, c'est une longueur. Il n'y en a qu'une écrite ici. Deuxième ligne, A, virgule B. Donc si je mets une virgule entre les deux lettres majuscules, ça veut dire qu'on a nommé deux points. Ensuite, si les lettres majuscules, je les mets entre crochets. Donc, qu'on ait AB ou BA, c'est pareil. Je rappelle, c'est pas deux choses, mais bien qu'une seule. Il y a un OU entre. Ça s'appelle le segment. Attention à l'orthographe. Si je mets un E derrière le G, ça fait segment et pas segment. Donc, bien faire attention. On peut commencer par le A ou le B. C'est bien le même segment. Ensuite, si les lettres majuscules, je les mets entre parenthèses, c'est la signification d'une droite. Pareil, si j'oublie le E, ça fait droit. Et moi, je parle de droite, c'est quand même un mot mathématique que vous utilisez depuis très très longtemps. Ensuite, si je mets crochet parenthèse, vous voyez qu'il n'y a pas le OU, parce que là, je n'ai pas le choix. Je suis obligée de commencer par le crochet et ensuite la parenthèse. Ça c'est la signification d'une demi-droite. Donc, même remarque que pour droite, il y a un E. Ensuite, si les deux lettres majuscules, je mets un espèce de petite chose ronde dessus. C'est un arc de cercle. Ça veut dire une partie du cercle, d'extrémité A et B. Maintenant, on passe aux notations avec trois lettres majuscules. Si je les sépare par des virgules, j'ai nommé trois points.
Si je mets un chapeau sur les 3 lettres majuscules, c'est un angle de sommet B, mais c'est pas un angle particulier. Et le dernier, si je colle les 3 lettres majuscules, c'est un triangle. Le triangle AB. Les symboles mathématiques. Donc là aussi, il faut faire attention. Je vous le rappelle, ces symboles signifient que ce sont des verbes, puisque quand on écrit des égalités, des inégalités, des choses en mathématiques, on construit des phrases dans le langage, dans la langue mathématique. Donc une phrase, c'est sujet, verbe, complément. Donc il faut des verbes. Donc tous ces symboles, ici, il doit y avoir un verbe. Si vous oubliez le verbe, c'est une erreur grave de signification. C'est comme si on oubliait le verbe dans une phrase en français. Alors, ce symbole-là, donc d'abord écarté et ensuite la pointe, c'est est supérieur à. On peut dire aussi est plus grand que. Et c'est bien est, le verbe être, et pas ET, pas un verbe ET. Si on commence par la pointe et ensuite c'est évasé, donc c'est le contraire. C'est est inférieur à. Pareil, le A il a un accent, hein, c'est pas le verbe avoir. On peut dire aussi est plus petit que. Est plus petit que. Vous n'êtes pas obligé, je le mets en verbe, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'écrire les deux manières, bien entendu. 2 barres horizontales, c'est est égal à. Les 2 barres barrées, donc c'est la négation. Donc il y a un N apostrophe, n'est pas égal à. On peut dire aussi ou est différent de. Le symbole qui ressemble au symbole euro qu'avec une barre, c'est appartient à. Donc c'est le verbe appartenir, hein, donc il y a un T, il est conjugué. Si je le barre, attention aussi quand on barre, hein, on barre pas n'importe comment, c'est un symbole international, donc c'est bien du bas à gauche, en haut à droite. C'est la négation, donc c'est n'appartient pas à. Toujours avec un accent, c'est pas le verbe avoir. Les 2 barres comme ça, oblique, slash, slash, c'est est parallèle. Attention, il n'y a qu'un R, 2 L, accent grave. Et bien sûr, A avec accent. Le dernier, le T à l'envers, c'est est perpendiculaire. A. Allez, on passe aux définitions. Donc, le milieu d'un segment. Alors, le milieu d'un segment, donc il est très important de bien comprendre qu'il y a 2 contraintes, exactement comme l'égalité triangulaire. Donc, je peux commencer par faire la figure. Je dois avoir un segment. Le segment, il a des extrémités, c'est A et B, 2 points. Le milieu, je le place, je le fais pas à l'arrache, hein, je le place vraiment au milieu. D'accord, il y en a qui le décalent vraiment, donc il faut vous appliquer. Et bien sûr, je code. S'il n'y a pas de codage, il n'y a pas de milieu. Là, je peux lire que I est le milieu du segment AB. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial, ce point? Il faut que les points, vous voyez, soient alignés. Donc, je vais le mettre en deuxième, parce que j'ai plus de place. C'est juste une histoire de place, il n'y a pas d'ordre. Les points. Je rappelle que les points, il y en a 3. A, I, B. Et que si je colle les points, les lettres majuscules, ça fait un triangle. Et moi, je veux bien parler des points. Donc, d'après les notations qu'on a rappelées juste au-dessus, il faut mettre des virgules. Là, il y a bien une virgule. Donc, ils doivent être alignés. S'ils ne sont pas alignés, je n'ai pas de milieu. Deuxième contrainte, eh ben, c'est le codage. Il faut qu'il y ait des longueurs égales. Les longueurs, je vous rappelle, ça se note sans crochet. Hein. Donc, on l'a bien écrit là. Rien du tout, les longueurs. Donc, les longueurs qui sont égales, on a AI et IB. Allez, ensuite, le vocabulaire des angles.
Donc, dans un angle, je vous rappelle la définition, c'est la partie du plan limitée entre, ou comprise entre deux demi-droites de même origine. L'origine, elle est là, des deux demi-droites, ça s'appelle le sommet de l'angle. C'est un singulier, il est unique le sommet de l'angle. Ensuite, on a dit que c'était la partie du plan comprise entre deux demi-droites de même origine. Les deux demi-droites, elles sont là. Donc, au niveau des notations, on a les notations des demi-droites. Je vous rappelle qu'une demi-droite, crochet, parenthèse. Donc, je suis obligée de commencer par l'origine ici de la demi-droite qui correspond au sommet de l'angle. Donc, on met crochet, haut. Ensuite, première demi-droite, c'est OA. Et je m'applique pour bien voir que ce sont des parenthèses. Donc, les côtés les demi-droites, ça s'appelle les côtés de l'angle. Pareil, on a insisté dessus. Côté, il y a un accent circonflexe et un accent aigu. Parce qu'en mathématiques, il y a une notion qui s'appelle cote. Et là, ça s'appelle des côtés. Vous voyez, ça ne se prononce pas pareil et ça ne s'écrit pas pareil parce que ça ne signifie pas la même chose du tout. Ensuite, on note, donc on veut la notation, je reviens là, un angle, ça se note 3 lettres majuscules avec un chapeau. Attention à l'ordre, la lettre du milieu, c'est le sommet de l'angle. Donc A, O, B. On peut partir à partir du point B, hein. B, O, A. Vous, c'est pareil, vous mettez qu'une sorte, hein. Ça c'est suffisant. Ensuite, la nature d'un angle. La nature, c'est est-ce qu'il est aigu, obtus, plat, nul, droit. Donc cet angle, on voit, on n'a pas besoin de rapporteur, qu'il est plus petit qu'un angle droit, donc ça s'appelle un angle aigu. Attention aussi, c'est pas comme une maladie, etc. Il n'y a pas de tréma, il n'y a rien. Ça s'écrit juste comme ça. Et c'est un singulier, donc il n'y a pas de S. Comment j'appelle deux droites qui se coupent? Ça s'appelle les droites séquentes. Donc on fait attention à l'orthographe. Je rappelle que pour retenir, on avait rappelé en classe que ça vient du mot sécateur. Sectionner, qui veut dire couper. Sécateur, ça vous aide à l'écrire comme il faut. Et ça n'a rien à voir avec les séquences en français ou en anglais. Allez, ensuite. Alors ici, il faut bien faire attention, c'est bien écrit propriété. Ce ne sont pas des définitions, mais des propriétés. Donc ça, ce sont les propriétés de sixième qu'on rappelle depuis le début de l'année, parce qu'en fait, on en a besoin en troisième pour faire des exercices plus complexes de géométrie avec des démonstrations. Et donc, il ne faut pas les oublier. Donc, pour ne pas les oublier, il faut les revoir régulièrement. Alors, sur cette figure, on voit quoi? On voit qu'il y a deux angles droits. Donc, cette droite et cette droite, elles sont toutes les deux perpendiculaires à celle-là. Donc, si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, on fait attention aussi à l'orthographe. Ah, il a un accent, ça n'a rien à voir avec le verbe avoir ici, hein. Donc, j'ai mes deux droites qui sont toutes les deux perpendiculaires à cette droite. Alors, je peux en conclure que ces deux droites-là, elles sont parallèles entre elles. Et parallèles, on ne fait pas de faute d'orthographe. Deuxième propriété. Donc là, j'ai enlevé une des propriétés qui n'arrivent jamais dans les exercices. Par contre, ces deux-là, elles arrivent très fréquemment. Donc dans ce cas-là, en fait, on a deux droites parallèles et un seul angle droit. Si deux droites sont parallèles, qu'est-ce qu'elle signifie, cette propriété? Elle signifie que si je connais une droite ici, qui est perpendiculaire, celle-là, cette droite-là, je sais qu'elle va être aussi perpendiculaire à l'autre. Donc quand on a deux parallèles, si je connais une troisième droite qui est perpendiculaire à cette droite-là, elle sera forcément perpendiculaire à l'autre. Alors, la propriété s'écrit toute droite. Ça veut dire chaque. Donc c'est pour ça que c'est un singulier. Perpendiculaire à l'une est aussi perpendiculaire à l'autre. Donc je rappelle, c'est important de les revoir, ces propriétés. Elles ont été travaillées en 16e, elles ont été bien expliquées et il ne faut pas les oublier. Vous en aurez besoin en 4e, 3e. Ensuite, les droites remarquables dans un triangle.
Donc des droites remarquables, il y en a 4, il y en a 2 de 6e et 2 qu'on a vues cette année en 5e. Alors, la définition d'une hauteur, une hauteur, c'est obligatoirement dans un triangle. Ce qui veut dire que dans la figure ici, il va falloir dessiner un triangle quelconque. Voilà. Puisque c'est vrai que dans le triangle. On appelle hauteur une droite, puisqu'on a vu en classe qu'il y en avait 3 des hauteurs. Donc sur la figure, on ne va pas représenter les 3 hauteurs, mais une seule seulement. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette droite? Une droite qui passe par un sommet du triangle. Donc, comme il y a 3 sommets, c'est pour ça qu'il y a 3 hauteurs. Et qui est perpendiculaire à quoi? Au côté opposé. Côté opposé à quoi? À ce sommet. Donc on a travaillé ces définitions, on les a décortiquées pour bien voir que tout était important. Donc des hauteurs, il y en a 3. Là, on va en dessiner qu'une, on va dessiner la plus facile. Donc je vais choisir ce sommet-là. Le côté opposé à ce sommet, ben, c'est ce côté horizontal ici. Donc ma droite, elle doit passer par ce point-là et elle doit être perpendiculaire au côté opposé. Donc là, on s'applique. C'est une droite, hein, pas un segment. Et si elle est perpendiculaire, on met un angle droit. Deuxième définition, médiane. Donc là aussi, ce n'est valable que dans un triangle. Donc je dessine. Pareil, je vais faire un triangle quelconque. Voilà. Dans un triangle, on appelle médiane. Donc c'est encore une droite qui passe par un sommet du triangle. Du triangle ou de ce triangle, hein, c'est pareil. Et donc là, c'est pareil. Je vais choisir la médiane qui passe par ce sommet-là. J'aurais pu choisir un autre sommet, hein. Et cette médiane, elle doit aussi passer par un autre point. Donc, comme mon ami, qui passe par un sommet et par... Donc, il me faut un deuxième point. Ce deuxième point, c'est le milieu du côté opposé. Et par le milieu, donc on fait attention, il n'y a qu'un L, du côté opposé, à quoi? À ce sommet. Donc, je choisis ce sommet-là. Le côté opposé à ce sommet, c'est le côté horizontal. Je dois repérer le milieu. Alors, c'est pareil, je ne fais pas l'arrache. D'accord? Je m'applique. Hein. Si je mets le point là, on voit tout de suite que ce n'est pas le milieu. Donc, il faut que ça ressemble un petit peu à un milieu. Je code le fait qu'il y a un milieu. Et je trace la droite. Donc là, bien faire attention. Autre droite remarquable, la médiatrice. Alors, attention, les médiatrices, elles ne sont pas spécifiques aux triangles. Les médiatrices, elles existent en dehors des triangles. Donc, je ne vais pas dessiner un triangle ici. La médiatrice, c'est par rapport à un segment. Donc, je dessine un segment. Donc, avec ses extrémités. C'est quoi la médiatrice d'un segment? Est la droite. Pourquoi? Parce que dans un triangle, il y a 3 médianes et 3 hauteurs. Donc, si je donne la définition d'une de ces hauteurs, ça sera une droite parmi les 3. Par contre, si je donne un segment, la médiatrice, elle est unique. C'est pour ça que ce n'est pas une droite, mais bien la droite. Et là, on va expliquer ce qu'elle a de spécial. La droite qui coupe perpendiculairement. Donc, il y aura une notion de perpendiculaire, donc un angle droit à mettre sur la figure. Elle coupe quoi? Le segment. Et elle le coupe comment? En son milieu. Donc j'ai dessiné mon segment. Je repère le milieu. Je code le milieu. Et je dois dessiner cette fois-ci la droite qui passe par ce milieu et qui est perpendiculaire au segment. Donc là, je m'applique aussi. Voilà.
Propriété. Donc, c'est la propriété d'équidistance, en fait, de la médiatrice. Donc, si je fais un dessin, en fait, ici, je fais un petit dessin, j'ai bien mon segment et j'ai ma médiatrice. Et je vais prendre un point dessus, quelconque. Par exemple, là. Segment, je vais l'appeler AB. Voilà. Donc, j'ai bien un point qui appartient à la médiatrice d'un segment. Le point M, il est sur la médiatrice du segment AB. Qu'est-ce qu'il y a de spécial du coup? Eh bien, je vais savoir que le point M, il est à la même distance des points A et B. Autrement dit, la longueur MA, elle est égale à la longueur MB. Ou autrement aussi, on peut dire que le triangle AMB, il est isocèle en M. Donc là, voilà ce qu'on peut en déduire. Alors, je vais changer de couleur pour bien vous le montrer. Voilà. On aurait la propriété réciproque, mais là, je ne vous la fais pas réciter. Hein. Si j'ai un point M qui est la même distance des deux extrémités d'un segment, je sais que le point M, il sera sur la médiatrice de ce segment. Donc là, bien faire attention. Si un point appartient à la médiatrice d'un segment, alors ce point, donc c'est celui dont j'ai parlé au début, hein, un point, ce point, est situé à égale distance des deux extrémités de ce segment, celui dont on a parlé au début. On dit aussi équidistant. Hein. On peut dire ce point est équidistant des deux extrémités de ce segment. Équidistant, ça veut dire situé à égale distance. Voilà. Donc ça peut être utilisé dans certains exercices. Maintenant, on passe à la bisectrice. Alors, pour avoir une bisectrice, ce n'est pas forcément dans un triangle. La bisectrice, c'est par rapport à un angle. Donc là, je dessine un angle. La bisectrice d'un angle. Donc là aussi, elle est unique. Un angle, une bisectrice. Donc c'est là. Et donc, il faut faire attention, la bisectrice, contrairement aux autres droites remarquables, en fait, ce n'est pas une droite, c'est une demi-droite. Donc, elle a demi-droite. Donc, ça veut dire qu'il ne faudra pas prolonger des deux côtés. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Qui partage quoi? Cet angle, celui dont on a parlé au début. Donc, je vais tracer une demi-droite qui partage l'angle que j'ai tracé. Comment? En deux angles de même mesure. Donc, il faudra coder le fait qu'il y a deux angles de même mesure. Donc, une demi-droite, donc je vais partir de ce sommet-là. Je trace une demi-droite et je code. Donc, je décale en fait mes arcs de cercle pour bien montrer qu'il y a bien deux angles de même mesure. Ensuite, qu'est-ce qu'on appelle le cercle circonscrit? Le cercle circonscrit à un triangle, c'est le cercle. Il est unique. Un triangle, un cercle circonscrit. C'est le cercle qui passe par les trois sommets du triangle. Comment on fait pour le tracer, ce cercle? Donc, pour tracer ce cercle, il faut que j'ai le centre. Et le centre, c'est le point d'intersection des médiatrices des côtés du triangle. Donc, je prends un triangle, je trace les trois médiatrices, donc la médiatrice de chaque côté du triangle. Elles vont se couper en un point. Ce point, c'est le centre du cercle circonscrit. Ensuite, pour tracer le cercle, il suffit de prendre la pointe de compas, de mettre la pointe sur ce centre, écarter votre compas jusqu'à ce que le crayon papier arrive sur un des sommets du triangle. Et donc, si votre crayon papier est sur un sommet du triangle et vous tracez ce cercle-là, il va passer obligatoirement par les deux autres sommets. C'est ce qu'on appelle le cercle circonscrit.
Allez, le vocabulaire des triangles isocèles. Donc ça, on a revu tout ça au niveau de toutes les démonstrations avec les angles et les propriétés sur les angles. Là, ce sont les définitions. Donc un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés de même longueur. Donc là, il ne faut vraiment pas réfléchir. Je rappelle que longueur, il y a un U, sinon ça fait longeur. Donc un triangle isocèle, on ne le fait pas minuscule, il faut qu'il rentre dans la case. Hein. On le fait comme ça, il a bien deux côtés de même longueur. Et on n'oublie pas le vocabulaire. Le sommet en haut s'appelle le sommet principal. Mettez pas sommet, ça ne serait pas du vocabulaire spécifique au triangle isocèle, puisque un triangle, ça a trois sommets obligatoirement. Et le côté opposé au sommet principal, c'est ce qu'on appelle la base. Donc, ce n'est pas forcément le côté horizontal. Hein. Ça, c'est le côté horizontal parce que mon sommet principal, j'ai mis en haut. Un triangle équilatéral est un triangle qui a trois côtés. Donc, je fais attention aussi à l'orthographe de côté. Hein. Côté et pas côte de même longueur. Donc, je m'applique pour faire un triangle qui ressemble à peu près à un triangle équilatéral. Et je code les trois côtés de même longueur. Donc, il n'y a pas de vocabulaire spécifique pour le triangle équilatéral. Triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle droit. Donc, souvent, l'angle droit, voilà, pareil, on prend ça. Il faut que ça ressemble à un angle droit. Dans le triangle rectangle, il y a du vocabulaire spécifique. On regarde l'angle droit. Le côté opposé à l'angle droit, ça s'appelle l'hypoténuse. Vous en aurez vraiment besoin, 4e, 3e, de ce que c'est que l'hypoténuse dans un rectangle. Donc, c'est le côté opposé à l'angle droit. On passe au quadrilatère. Qu'est-ce qu'on appelle quadrilatère? Donc, on a vu que c'était un polygone qui a quatre côtés. On fait attention au verbe avoir. Là, c'est le verbe avoir. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Il a quatre côtés, c'est le verbe avoir. Polygone, je vous rappelle, c'est une figure fermée. Donc, on ne dit pas une figure, c'est pas suffisant. Il faut bien dire un polygone. Un losange. Donc ça, on avait rappelé, c'est un quadrilatère. Qui a quatre côtés de même longueur. Je vous rappelle qu'on ne dit pas égaux, mais bien de même longueur. Parce que ce qui est égal, ce sont les longueurs. Les côtés, ce sont les segments. Attention, si vous mettez un polygone qui a quatre côtés de même longueur, c'est faux. Parce qu'un polygone, donc c'est une figure fermée, vous pouvez très bien dessiner un polygone qui a 7 côtés, dont 4 qui ont la même longueur. Et ça, c'est pas du tout un losange. Donc, le fait de dire que c'est un quadrilatère, ça vous assure que sur les 4 côtés, il y en a bien 4 qui ont la même longueur. Autrement dit, tous les côtés ont la même longueur. Donc là, on fait une figure à main levée. Donc, je la fais assez grande pour remplir la case. 4 côtés de même longueur, je code les 4 côtés de même longueur. Ensuite, le rectangle. Donc, c'est un quadrilatère, lui aussi, qui a 4 angles droits. Je vous rappelle que c'est tout, parce que c'est bien écrit définition. Ces côtés opposés sont deux atomes de même longueur, mais ça, c'est une propriété. Donc, on nous demande, à les inspecteurs, d'insister sur la différence entre définition et propriété. Donc, je dessine un rectangle. Donc, je m'applique et je mets les 4 angles droits. Et c'est tout. Je rappelle que si on code autre chose, ce n'est plus la définition. Ensuite, le carré. C'est un quadrilatère qui est à la fois losange et rectangle. Donc, il a 4 côtés de même longueur, puisque c'est un losange. Et il a 4 angles droits, puisque c'est un rectangle. Donc là, il faut vous appliquer pour faire un truc qui ressemble à un carré. Et pas minuscule, hein, la case, elle n'est pas si petite que ça. Vous dessinez votre carré, 4 angles droits, 4 côtés de même longueur. Voilà, ça ressemble à un carré. Maintenant, les propriétés sur les diagonales. Donc, les diagonales, je vous ai demandé de les dessiner en vert. On va les dessiner en vert. Il est bien entendu que là, je vais coder uniquement les diagonales. Il y en a encore qui codent les côtés. Donc, si j'illustre la propriété, il va falloir justement coder que la propriété. Alors, si je dessine un losange, vous pouvez commencer par faire la figure pour vous aider.
Les diagonales, je vous rappelle, ce ne sont pas des droites, ce sont des segments. Donc, il ne faut surtout pas prolonger, sinon, dans votre propriété, ça ne sera pas cohérent. Elles sont perpendiculaires, mais pas que. Elles se coupent en leur milieu. Donc, ça veut dire qu'ici, j'ai deux longueurs égales. Et là, j'en ai deux autres, mais pas de la même taille. Les deux diagonales, elles n'ont pas forcément la même longueur. Donc, on peut l'écrire de deux manières différentes. Soit on dit elles se coupent perpendiculairement en leur milieu, soit on dit qu'elles se coupent en leur milieu. Première caractéristique. Et sont perpendiculaires. Deuxième caractéristique. Et je rappelle qu'on peut dire aussi se coupent perpendiculairement leur milieu, ça revient au même. Deuxième figure, un rectangle. Je dessine ces diagonales. Donc là, on n'a pas encore attaqué les parallélogrammes, hein, mais en fait, voilà. Donc on commence par codessin en fait, pour vous montrer que le losange, le rectangle et le carré, ce sont des parallélogrammes. On verra que le parallélogramme a ses diagonales qui se coupent en leur milieu. Donc la caractéristique des diagonales qui se coupent en leur milieu, on va les retrouver 3 fois. C'est le minimum en fait. Ça m'assure que mes figures sont bien des parallélogrammes particuliers. Voilà. Donc les diagonales du rectangle se coupent en leur milieu. Et on a une deuxième caractéristique. Vous voyez qu'elles ne sont pas du tout perpendiculaires, hein, comme le losange. Par contre, elles ont la même longueur. Ça veut dire qu'ici, je dois mettre le même code. Pas comme le losange. Donc si les diagonales en entier ont la même longueur, ça veut dire que les demi-diagonales aussi sont égales. C'est pour ça qu'on a 4 segments de même longueur ici. Donc se coupent en leur milieu et sont de même longueur. Et le carré, ben, c'est un losange rectangle. Donc, si c'est un losange rectangle, eh ben, on aura les caractéristiques. Donc, il y en a 2 pour le losange, 2 pour le rectangle, mais ça en fait que 3 au total, puisqu'on a écrit 2 fois déjà se coupe en leur milieu. Donc, les diagonales du carré se coupent en leur milieu. C'est un losange, donc elles sont perpendiculaires. Et sont de même longueur. Donc là aussi, il faut vous appliquer. On dessine en utilisant bien toute la case, un truc qui ressemble à un carré. On dessine les deux diagonales. Voilà. Et on écrit toutes les caractéristiques. Donc elles sont perpendiculaires, elles se coupent en leur milieu et sont de même longueur. Donc je code le même code. Et voilà le carré. Ensuite, on passe aux propriétés donc de la symétrie axiale et centrale. Donc, je vous rappelle, c'est très très important de bien les connaître, puisqu'au brevet, vous allez être évalué sur les 4 transformations, donc 6e, 5e, 4e et la nouvelle en 3e. Donc, si vous oubliez déjà la symétrie axiale et centrale, après, vous allez être perdu. Donc, il faut bien les revoir régulièrement pour ne pas les oublier. Symétrie axiale. Donc, la symétrie axiale, on rappelle, c'est quand on plie. Donc, deux figures vont être symétriques par rapport à une droite D lorsque les deux figures, je vous rappelle, on peut remplacer par L, mais avec un S, parce que si vous mettez L avec un singulier, ça n'a plus de sens. Parce que pour être symétrique, il faut être deux, l'une par rapport à l'autre. Elles se superposent. Attention, superpose, il n'y a qu'un P au début, super. Comment elles se superposent? Par pliage. Et je plie comment? Donc quand on plie, on dit suivant la droite D. Ça veut dire qu'on va plier par rapport à cette droite. Ensuite, on a la définition de symétrique d'un point. Alors, je vous rappelle la figure. J'ai mon point M et j'ai une droite D. Qu'est-ce que je fais pour construire la symétrique de la droite? On prenait donc sa équerre. En pointillé, on fait une perpendiculaire ici. Et ensuite, on prend son compas et on reporte les longueurs. Donc ici, on a ça. Du coup, ce point-là, c'est ce qu'on appelle M'. Donc ça, c'est la définition du symétrique d'un point. Maintenant, si je regarde la figure, je me rends compte que la droite D, ici, elle coupe perpendiculairement le segment MM' en son milieu.
C'est la définition d'une médiatrice. Donc, lorsque la droite D, donc celle dont on a parlé là, hein, une droite D, la droite D, est la médiatrice de quoi? D'un segment, puisque médiatrice, ça va obligatoirement avec un segment. Quel segment? Le segment MM'. Je rappelle qu'un segment, il faut des crochets. Donc, on s'applique. Symétrie centrale. Donc, la symétrie centrale qu'on a vue cette année, on a vu que les figures, elles étaient là aussi, elles vont se superposer, mais cette fois-ci, on ne plie pas, on fait un demi-tour. Deux figures sont symétriques par rapport à un point haut lorsque les deux figures, qu'on peut remplacer par L avec un S, elles se superposent, donc c'est un pluriel. Je répète, c'est pas une faute d'orthographe de mettre un singulier, c'est une faute grave de sens. Pour superposer, il faut être deux. Parce qu'une figure toute seule, elle ne va pas se superposer. Comment? On a dit par demi-tour. Et comment je fais un demi-tour? On dit autour. De quel point? Autour du point haut, dont on a parlé au début. Alors, la symétrie centrale, donc je rappelle, donc j'ai mon point M et là j'ai juste un point haut. Qu'est-ce qu'on fait pour construire son symétrique? On commence par prendre sa réquerre pour faire une demi-droite en pointillé. Je mets ma pointe en haut du compas et on reportait des longueurs. Voilà. Je code. Et si je regarde bien ma figure ici, avec le codage, on se rend compte que O est le milieu du segment MM'. Voilà la définition du symétrique d'un point. Lorsque le point O est le milieu, sans faute d'orthographe, il n'y a qu'un L, sinon ça fait IE, alors qu'on dit milieu. Le milieu de quoi? Les milieux, c'est forcément d'un segment. Hein. Et le segment, c'est MM'. Toujours entre crochets, puisque c'est un segment. On arrive aux formules de périmètre et d'aire des figures usuelles. Donc là aussi, on insiste dessus, hein, parce qu'on peut vous le demander n'importe quand, et il faut s'en rappeler. Alors, première figure, c'est un triangle quelconque. Donc on peut l'appeler triangle, ou on peut préciser quelconque. Attention, ce triangle-là, vous voyez qu'il y a petit a, petit b, petit c, ce sont des longueurs. Ce ne sont pas des points, parce que les sommets du triangle, ils seraient ici, et ça serait des lettres majuscules. Alors, le périmètre, c'est la longueur du tour de la figure. Donc, si je fais la longueur du tour de la figure, j'ajoute les longueurs des trois côtés. Donc, petit a plus petit b plus petit c. Si je rappelle, si je vous mettais des lettres majuscules, c'est que vous ajoutez des points. Et en géométrie, le point A plus le point B, ça fait rien du tout. Ce qu'on peut ajouter, c'est uniquement des nombres. Et ici, les nombres, ce sont les longueurs des segments. Ensuite, l'aire. Donc ça, ça a été bien rappelé. Donc, l'aire d'un triangle. Donc, vous voyez qu'il y a un H qui a été rajouté, qu'on peut mettre en rouge. Ça s'appelle la hauteur. Le B, en fait, c'est associé à la lettre base. Dans un triangle, on a vu qu'il y a trois hauteurs. Donc, en fait, on aurait trois formules différentes pour calculer l'aire d'un triangle. Ici, il n'y a qu'une seule hauteur dessinée, donc je vais prendre cette hauteur-là. Donc, la base qui lui est associée, c'est le côté du triangle qui est perpendiculaire à la hauteur. Donc, c'est ce que j'ai mis en vert. Si je doublais, vous voyez, chaque triangle ici, on retrouve en petit pointillé une figure qui s'appelle un rectangle. L'aire du rectangle, c'est la longueur fois la largeur. Sauf qu'ici, la longueur de mon rectangle, c'est petit b. Et la largeur, ici, c'est sur le côté. Donc, il n'y a rien écrit. Par contre, on retrouve la hauteur ici. Donc, ici, on retrouve h. Du coup, le rectangle, ça serait petit h fois petit b. Or, moi, j'ai mon triangle qui n'est pas le rectangle complet. Pour avoir le rectangle, on avait doublé. Donc, si je veux le triangle, il faut que je fasse le contraire. Donc, je vais diviser par 2. C'est pour ça qu'on a une division. Et donc, la formule, c'est base fois hauteur divisé par 2. Petit b fois petit h divisé par 2. Et là aussi, je m'applique, ce sont des lettres minuscules. Deuxième figure, donc c'est le rectangle. Je vous rappelle que dans le rectangle, donc on a une propriété qui me dit que les côtés opposés sont 2 à 2 de même longueur, que le côté le plus long, ça s'appelle la longueur, et que le côté le plus court, ça s'appelle la largeur. Donc le périmètre, c'est la longueur du tour. Donc quand je fais le tour, j'ai grand L plus petit l plus grand L plus petit l. Au final, j'ai 2 fois grand L plus 2 fois petit l, si je les regroupe.
Il y a une deuxième formule, donc vous n'êtes pas obligé d'écrire, mais moi je vous dis qu'elle existe. Au lieu de faire ça, je peux faire un demi-rectangle, donc grand L plus petit l, et je double pour avoir le périmètre complet. Donc là, il y a des parenthèses, et donc il faut faire attention, les différences entre les fois et les plus. Et il ne faut pas me dire, oh bah c'est presque pareil, j'ai juste mis un fois à la place du plus, mais ça change tout au niveau des calculs et du sens de ce qu'on fait. Le périmètre, ça doit rester la longueur du tour. L'air, donc c'est l'intérieur, la formule c'est grand L fois petit l. On passe à la figure suivante, donc c'est le carré. Il a 2 R et un E. Alors, si je fais le tour, étant donné que le carré il a 4 côtés de même longueur, j'aurai petit c plus petit c plus petit c plus petit c. Donc, ça s'écrit 4 fois petit c. L'air, c'est l'intérieur, donc on aura c fois c. Le dernier, donc je vous rappelle qu'il n'y a qu'un mot de vocabulaire possible, c'est le disque. Et je rappelle pourquoi. Le périmètre, c'est la longueur du tour. Si vous l'appelez cercle, le cercle, c'est l'ensemble de tous les points situés à égale distance d'un point qu'on appelle le centre. Donc le cercle, c'est déjà le tour. Donc si je parle du périmètre du cercle, je parle de la longueur du tour des points. Donc ça se dit pas. On peut pas mettre le tour du tour. Donc du coup, on parle bien du disque, donc l'intérieur. Le périmètre, c'est la longueur du contour. Donc c'est cohérent. Et bien sûr, pour l'air, de toute façon, il faut que ça soit plein, donc on parle de disque. Alors, que ce soit le disque ou l'air, tout ce qui est rond, en fait, on verra avec les formules aussi de volume, pour le cylindre de révolution et la boule, il y aura forcément la lettre pi. Donc c'est une lettre grecque, il faut que vous appreniez à l'écrire. On n'écrit pas PI, hein, c'est une lettre grecque. Donc faut vous appliquer, ce n'est pas un R, c'est cette lettre-là. Donc c'est un produit. Pour le disque, on va multiplier par 2 fois le rayon. Et pour l'air, on multiplie par le rayon par lui-même. Je rappelle que sur la figure ici, c'est un R minuscule qui a été noté. Donc vous n'avez pas le droit ici de mettre un R majuscule. C'est pas cohérent sinon. De même, j'ai pas écrit le diamètre. Donc on va écrire que la formule du périmètre à fonction du rayon. Si j'avais précisé le diamètre, on aurait une deuxième formule pour le périmètre qui est pi fois le diamètre. Mais là, c'est pas écrit diamètre, donc j'utilise les lettres qui me sont données. Ici, on voit bien que c'est un R minuscule, donc je mets un R minuscule. Donc je vous rappelle que si les longueurs sont en centimètres, tous les périmètres seront en centimètres. Centimètre plus centimètre plus centimètre, j'obtiens bien des centimètres. 2 fois des centimètres, ça fait des centimètres. 2 fois des centimètres, ça fait des centimètres. Je les ajoute, j'ai quand même des centimètres. 4 fois des centimètres, ça fait des centimètres. Pi, c'est un nombre qui n'a pas d'unité. Donc je multiplie par 2, qui n'a pas d'unité, fois des centimètres, j'obtiens bien des centimètres. Par contre, les aires, si les longueurs sont en centimètres, les aires sont en centimètres carrés. Il faut des centimètres fois des centimètres à chaque fois. C'est pour ça que là, j'ai deux longueurs multipliées entre elles. Centimètre fois centimètre, centimètre carré divisé par 2, ça reste des centimètres carrés. Centimètre fois centimètre, c'est bien des centimètres carrés. Centimètre fois centimètre, des centimètres carrés. Pi n'a pas d'unité, j'ai bien des centimètres fois des centimètres. Donc ça peut vous aider, les élèves qui ont tendance à inverser la ligne du périmètre et de l'aire. Donc vérifiez que c'est cohérent avec les unités. Allez, dernière page, donc ce qui concerne le solide et les angles. Alors, ce solide-là, donc bien faire attention, là on est en 3 dimensions. Ça s'appelle le pavé droit. C'est pas qu'un pavé, il est droit. L'autre nom, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Hein. Moi, je vous le déconseille parce qu'il ne faut pas faire de faute d'orthographe. Il y en a qui veulent systématiquement le mettre, mais qui l'écrivent mal. Donc, c'est le parallèle. Donc, il y a le mot parallèle, en fait. Pipède. Rectangle. C'est beaucoup plus long, quand même. Hein. Parallélépipède rectangle. Donc, il y a le mot parallèle en entier, mais avec des accents aigus. L'autre, c'est le cube. Et pas le carré, hein, on est en 3 dimensions. Donc pour avoir des volumes, donc si les longueurs sont en centimètres, il faut obtenir des centimètres cubes, centimètres fois centimètre fois centimètre. Donc sur la figure, je vois un grand L, un petit l et un petit h. Donc la formule, c'est grand L fois petit h, tout simplement. Centimètre fois centimètre fois centimètre, centimètre cube. Donc pour le cube, toutes les arêtes ont la même longueur, C. Donc on aura côté fois côté fois côté.
Ensuite, cite le nom d'autres solides. Il y en a encore qui me reparlent du pavé droit et du cube. D'autres, ça veut dire que je n'ai pas le droit de recopier cela, ça ne sert à rien. Alors, en sixième, vous avez vu que la famille de solides dont les faces sont des polygones, ça s'appelle des polyèdres. Donc, ce sont des solides dont toutes les faces sont des polygones. Ce qui n'est pas le cas de tous les solides. Donc en sixième, vous avez étudié en profondeur le pavé droit et le cube qui sont des polyèdres particuliers. Mais vous avez vu aussi toutes les autres familles. Donc toujours dans les polyèdres, on a aussi les prismes droits. Donc ils sont composés de deux bases et les autres faces sont des rectangles. Donc c'est le cas du pavé droit et du cube. Ce sont des prismes droits particuliers. Vous avez vu le cylindre de révolution. Attention à l'orthographe de cylindre. De révolution, c'est un type de cylindre qu'on étudiera un peu plus en profondeur cette année. Ensuite, en quatrième, vous étudierez un peu plus en profondeur le cône de révolution. Pareil, on a insisté sur l'orthographe. Je rappelle, c'est pas le cône, mais bien le cône. Il n'y a qu'un N et un accent circonflexe. Et c'est pas une insulte. Vous verrez aussi en quatrième les pyramides. Et en troisième, on verra donc la boule ou sphère. Voilà. Donc les pavés droits, cubes, prisme droit, cylindre de révolution, etc. Ensuite, tout le vocabulaire des angles. Donc on a vu que pour avoir deux angles adjacents, il fallait respecter trois contraintes. Le premier, s'ils ont le même sommet. On ne dit pas un sommet en commun. Parce que des sommets, ils n'en ont qu'un seul, donc il est forcément commun. On dit le même sommet. Par contre, ils doivent avoir aussi un côté en commun. Et là, c'est pas le même côté, parce que des côtés, ils en ont deux. Sur les deux, il y en a un qui est identique. Donc c'est pour ça qu'on dit ont un côté, sur les deux, en commun. Ensuite, pour être adjacent, et si les côtés de l'un, ils sont situés, de part et d'autre. Attends, deux angles sont adjacents s'ils ont le même sommet, un côté en commun, sont situés de part et d'autre. De ce côté en commun. Deux angles sont complémentaires si la somme de leurs mesures, donc il faut qu'il y en ait deux, sinon vous ne pouvez pas faire une addition, il me faut forcément deux nombres. Leurs mesures, donc c'est un pluriel, puisqu'il va falloir que je les ajoute. Pour ajouter, donc il faut deux nombres, est égal à 90 degrés. Et je vous rappelle que pour être complémentaire, il faut être 2. Ensuite, angle supplémentaire, donc c'est pareil, il faut être 2, mais cette fois-ci, la somme de leurs mesures elle doit être égale à 180 degrés. Ensuite, deux angles sont opposés par le sommet. S'ils ont le même sommet, donc là aussi, un sommet, un angle, un sommet, donc ils n'en ont qu'un seul, donc il faut que ça soit le même. Et si les côtés de l'un, donc le mot côté s'écrit toujours de la même manière, donc on n'oublie pas ni l'accent circonflexe, ni l'accent aigu. Si les côtés de l'un prolongent les côtés de l'autre. Je vous rappelle que c'est un pluriel parce qu'un angle a deux côtés. Donc là, il faut que chaque côté se prolonge pour obtenir l'autre. Les côtés de l'un prolongent les côtés de l'autre. Ensuite, ça c'est une définition. Propriété, si j'ai deux angles opposés par le sommet, alors ils ont la même mesure.
Ensuite, on passe aux angles alternes internes et angles correspondants. Donc, on avait dit qu'il fallait absolument mettre de la couleur. Donc là, j'ai deux droites vertes qui sont XX' et YY'. Et j'ai une séquente qui s'appelle TT'. On me demande de nommer une paire d'angles alternes internes. Je vous rappelle que des paires, il y en a deux pour les angles alternes internes. Alterne, ça veut dire en alternance. Interne, entre les droites vertes. Donc, si je prends cet angle-là, ici, celui-là. Donc, il est au-dessous de vert, à gauche de rouge. Si je vais être en alternance, c'est exactement le contraire. Donc, au-dessous de vert, le contraire, c'est au-dessus de vert. Donc, il va falloir que je nomme un angle au-dessus de vert. Et le contraire de à gauche de rouge, c'est à droite de rouge. Donc, on va obtenir cet angle-là. Donc, le premier, il s'appelle XAB. Je pourrais l'appeler aussi XAT. Donc, il faut que je fasse attention. T, c'est une minuscule, B, c'est une majuscule parce que c'est un point. Il est alterne interne avec T', BY'. T', BY'. Je pourrais l'appeler aussi ABY'. Hein, pareil. Donc j'en ai un autre. Je vous en demande qu'une, moi, paire. Hein, mais là, dans la correction, je suis bien obligée de mettre toutes les possibilités. J'aurais pu commencer par l'autre, donc celui qui est ici. Donc le X'AB ou X'AT. L'angle alterne qui lui correspond, il est là. Donc T', BY. Ou ABY. Maintenant, je passe aux angles correspondants. Donc des paires, il y en a 4. Donc je vous en demande une seule. Moi, dans la correction, je mets les 4. Alors, je vais commencer par le haut. En haut à gauche. Donc cet angle-là, c'est XAT'. Donc, il est au-dessus de vert à gauche de rouge. Son angle correspondant est au-dessus de vert à gauche de rouge. Donc, c'est celui-là. YBT'. Première paire. Deuxième paire, si je prends l'angle au-dessous, XAB ou XAT, son angle correspondant, c'est YBT. Je passe de l'autre côté, en haut à droite, donc on aurait T' à X', il va être correspondant à lui, ABY', ou T', BY', et dernière paire, celui-là, X'AB, ou X'AT, hein, il est correspondant avec Y'BT. Ensuite, les propriétés. Donc, on a la propriété et sa réciproque. Donc, on a vu que c'est la même chose d'écrire avec des angles correspondants, des angles alternes internes. Donc, je vais l'écrire qu'une fois. Si deux droites sont parallèles et sont coupées par une séquente, donc il faut deux choses. Il faut deux droites parallèles et coupées par une séquente. Alors, elles forment des angles alternes internes de même mesure. Donc on a vu qu'il y avait deux paires. Hein. Donc là, on ne précise pas. Ici, je peux mettre aussi correspondant. Vous mettez l'un ou l'autre. À l'inverse, donc la propriété réciproque. Si deux droites sont coupées par une séquente, en formant, et là on fait attention, une paire. Parmi toutes, hein, il y a besoin de le prouver que pour une paire d'angles alternes internes de même mesure, ou d'angles correspondants, hein, vous écrivez avec le vocabulaire que vous préférez. Donc il faut avoir deux droites
On ne sait pas qu'elles sont parallèles, justement, c'est la réciproque. Donc, elles sont coupées par une séquence, mais je sais qu'elles forment une paire d'angles internes de même mesure ou une paire d'angles correspondants de même mesure. Alors, je vais pouvoir en déduire que ces droites, celles dont j'ai parlé au début, hein, ces deux droites, elles sont parallèles. Donc, la réciproque sert à vous trouver une propriété géométrique. Ensuite, la propriété sur les angles, hein, donc là on a beaucoup travaillé. Dans un triangle, la somme des mesures des angles est égale à 180 degrés. Donc ça, c'est dans tous les triangles, qu'ils soient isocèles, rectangles, équilatéraux, ce que vous voulez. Dans n'importe quel triangle, la somme des mesures des angles est égale à 180 degrés. Donc la somme, c'est le résultat d'une addition. J'ajoute des nombres, donc j'ajoute pas les angles, mais bien les mesures des angles. Ensuite, vous avez deux propriétés, donc dans le triangle isocèle et équilatéral. Donc il y aurait les réciproques, mais je les ai pas mis là, donc vous les marquez pas. Il n'y en a pas besoin. Donc c'est un triangle isocèle. Alors, c'est deux angles. Donc c'est SES, parce que c'est les siens, à la base. Je vous rappelle qu'un triangle a trois angles. Donc si j'en parle que de deux, il faut que je dise lesquels. Donc c'est pas n'importe lesquels, c'est ces deux angles à la base. Je rappelle que dans un triangle isocèle, ça c'est le sommet principal, la base elle est là. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux? Ils ont la même mesure, les deux angles. Ces deux angles en la base ont la même mesure. Et dans le triangle équilatéral, donc là, hop là, les trois angles, ils ont la même mesure. Et j'ai mieux, je sais qu'ils mesurent chacun 60 degrés. Si un triangle est équilatéral, alors ces trois angles, donc là on saute pas un bout de la propriété, il faut bien citer les deux. Ces trois angles ont la même mesure, première partie, deuxième partie, et ils mesurent 60 degrés chacun. Il y aurait une troisième propriété, c'est dans le triangle rectangle isocèle, hein, que je ne l'aimais pas, mais je vous rappelle que si un triangle est rectangle isocèle, alors ces deux angles à la base ont la même mesure et ils mesurent 45 degrés chacun. Puisque le troisième angle c'est 90 et que la somme des trois doit faire 180. Voilà, donc là, la correction d'évaluation est terminée.